13h, 15h, Europe 1 Info. Les grands entretiens politiques d'Europe 1 Info, la suite sur Europe 1 avec vous, Clélie Mathias, 14h33, le moment d'accueillir votre deuxième invité, Antoine Vermorel-Marquez, député de la Loire, vice-président LR et référent environnement. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci. Alors, vous travaillez, Géraldine l'a dit, sur les questions énergétiques et environnementales. On va y venir, bien sûr, et sur les conséquences de la guerre au Moyen-Orient et sur cet espoir de cessez-le-feu. Juste avant, quand même, parce qu'on a appris une bonne nouvelle, le retour en France de Cécile Collère et de Jacques Paris. Alors, je voulais avoir votre réaction. C'est une vraie bonne nouvelle et d'ailleurs hier on a interrompu la séance à l'Assemblée nationale. Généralement c'est pour des mauvaises nouvelles qu'on interrompt les séances à l'Assemblée nationale, mais là c'était pour leur retour. Moi je suis élu député depuis 4 ans, ça faisait 4 ans quasiment jour pour jour qu'ils étaient tenus en otage en Iran, et donc c'est enfin une bonne nouvelle de pouvoir revoir deux de nos concitoyens revenir sur notre sol en protection, sains et saufs, malgré probablement toutes les séquelles qu'ils ont dû vivre là-bas dans l'horreur de la dictature iranienne. Ils ont commencé à raconter. Vous saluez l'action du Quai d'Orsay dans ce dossier? Je salue l'action du Quai d'Orsay, de Jean-Noël Barrot, évidemment, de la diplomatie française et puis aussi de toutes les forces politiques, parce que c'était un rare moment où on trouve l'unanimité pour agir ensemble, et c'est vraiment ça qui est couronné de succès aujourd'hui, même s'il y a encore d'autres Français qui sont détenus dans le monde ou qui connaissent parfois des difficultés avec certains États étrangers, et on a encore du travail pour pouvoir les faire revenir en France. Alors finalement, on a le craint le pire, mais il y a eu un cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis et des négociations qui vont commencer vendredi au Pakistan. Mais ce qui préoccupe fortement les Français, ce sont les prix à la pompe. Sébastien Lecornu a dit ce matin espérer une baisse aussi rapide que la hausse constatée au moment et au déclenchement de cette guerre. Qu'en pensent les automobilistes? Écoutez, ils étaient au micro de Stéphane Burgat à Marseille ce matin. Eh bien écoutez, ils partagent tous le même pessimisme ce matin à la pompe. Les temps sont durs pour tout le monde et personne ici ne veut y croire, à l'image d'Angélique qui travaille justement dans le secteur automobile. Rapidement, non, j'y crois pas trop. Pourquoi? Je sais pas, parce que j'y crois pas. Il y a pas, ça ne cesse d'augmenter. Les baisses, non, on les voit jamais arriver. Ils sont pleins de bonnes paroles, mais en fait, dès qu'il y a un problème ailleurs, tout se répercute ici et on s'en prend plein la poire. Et ben c'est nous, on est des vaches à lait en fait. Hein. C'est tout ce qu'on est. Et puis s'il y a vraiment une baisse, là aussi les Français se posent beaucoup de questions. De quel montant et dans combien de temps pourront-ils en profiter? Autant d'interrogations qui nourrissent le doute de Philippe, qui est ambulancier et qui passe ses journées sur la route. Oui, ça va rebaisser dans combien de temps? Ça va prendre 3 mois, 4 mois, 5 mois? Et ça va rebaisser, mais quoi? Ça va revenir à quel niveau? À un 90, un 95? Tout le monde sera content. Oui, c'est bon, ça a baissé, on revient dans la normale, mais ce sera un 95 par rapport au 1,60 qu'on avait avant. Ah, il y a un truc qui ne va pas. Et il faut dire que la fragilité apparente de ce cessez-le-feu et la volatilité des déclarations de Donald Trump ne contribuent pas du tout à rassurer ses automobilistes. Antoine Vermorel-Marquez, vous les entendez, ces Français, les temps ont été durs, ça a été difficile pour eux ces dernières semaines, ça va l'être encore certainement avant que les prix baissent et reviennent entre guillemets à la normale. Est-ce que le gouvernement a eu raison de déclencher des aides très ciblées? Alors des aides très ciblées, oui, mais maintenant le cessez-le-feu, ça doit être de cesser les taxes, de cesser les marges et de revenir à un prix très rapidement de celui du prix de marché. Et aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que... Ça ne dépend pas forcément du gouvernement. Ça ne dépend pas forcément du gouvernement, mais le gouvernement peut avoir une action, et notamment ce que nous, on demande au gouvernement, c'est d'exiger la publicité sur les marges. Parce qu'aujourd'hui, on a des distributeurs, on a des entreprises industrielles pétrolières qui ont fait des marges très conséquentes, notamment sur le diesel, où on voit que les taux de marge sur un an ont doublé. Et maintenant que le brut va redescendre, il faut qu'on ait une publicité des marges pour que chacun puisse nous montrer sa bonne foi et prouver à l'État qu'il n'y a pas de surbénéfices liés au carburant sur lequel j'ai un peu de doute. Voilà, s'il y a des surbénéfices qui ont été faits ou qui seront faits dans les jours qui viennent, qu'est-ce qu'il faut le faire? Il faut les taxer? Moi, je pense que s'il y a eu des profiteurs de guerre, s'il y a des profiteurs de crise qui ont pris les Françaises et les Français comme des vaches à lait, on doit non seulement avoir la transparence, mais en plus, on doit avoir éventuellement des surtaxes disponibles. Et d'ailleurs, c'est l'action gouvernement de vouloir le faire à l'échelle européenne pour pouvoir englober pas seulement les entreprises françaises, mais l'ensemble des distributeurs de gaz et de pétrole sur le sol européen. En tout cas, vous défendez les actions du gouvernement sur ces chèques. Il n'aurait pas fallu qu'ils soient, et Romain Eskenazi, qui était à votre place il y a quelques instants, disait ces chèques c'était bien, mais ce n'était pas suffisant. Il fallait cibler tous les Français les plus vulnérables. Et là, il n'y en a que quelques-uns qui ont été touchés, alors que c'était dur pour tout le monde. C'était dur pour tout le monde. Après, et je pense qu'il y avait la possibilité de développer d'autres aides. Peut-être que d'ailleurs elles viendront, et c'est ce que Maud Brejon avait défendu hier. Mais la vraie question, c'est qui paye? Et en 2022, on a fait 8 milliards d'euros
de baisse de taxes sur le carburant au moment de la guerre en Ukraine, et ces 8 milliards d'euros n'ont servi strictement à rien, puisque 3 ans après, on se retrouve dans la même situation. Et donc notre enjeu, c'est d'aider les Français à ne plus dépendre, à ne plus être des vaches à lait, de les aider à pouvoir avoir d'autres types de véhicules. Je pense notamment aux véhicules électriques, où le plein coûte 3 à 4 fois moins cher, et pas simplement en période de crise. Tous les jours, quand vous allez au travail ou quand vous emmenez vos enfants à l'école ou quand vous n'avez pas d'autre choix, ce qui n'est pas le cas des Parisiens et des Parisiennes, mais pas d'autre choix que de prendre votre voiture parce que vous n'avez pas de métro, parce que vous n'avez pas de bus. Mais par contre, vous devez avoir des aides qui vous permettent de ne plus être des vaches à lait et de ne plus dépendre des cours de pétrole qui sont fixés, je le rappelle quand même, à Téhéran, en Arabie Saoudite ou par Vladimir Poutine en Russie. Donc ça veut dire que le gouvernement qui doit annoncer un plan d'électrification, de décarbonation du pays dans les prochains jours, on pensait que ce serait là aujourd'hui. Finalement, ça a été un peu repoussé. Mais vous saluez cette initiative. Oui, mais le problème, c'est que c'est tout le temps repoussé. C'est-à-dire que quand il y a une crise, on se dit, oulala, on aurait dû électrifier, on aurait dû aider les Français à ne pas être des vaches à lait, à ne pas dépendre du prix du gasoil ou du pétrole ou de l'essence. Et là, on se retrouve dans une situation où il y a un cessez-le-feu qui est annoncé, où les cours restent très élevés, et pardon, mais moi pour l'instant je n'ai vu aucune baisse à la pompe depuis ce matin, alors que si on revient au début de la guerre, avant même que le brut qui avait augmenté au Moyen-Orient arrive chez nous, il avait déjà augmenté à la pompe, et là les baisses elles sont pas aussi rapides que les hausses, on a l'impression que ça augmente comme une fusée et que ça baisse comme une plume dans l'air, et là on commence déjà à se dire on va reculer le plan d'électrification, on verra plus tard, etc. En tout cas, Sébastien Lecornu avait dit qu'il allait utiliser le surplus généré par les taxes, qui n'était pas une cagnotte, on se souvient encore de ce débat-là, ce surplus justement pour aider à l'électrification du pays. Et ce surplus, s'il a existé, il doit pouvoir être mis à contribution pour permettre l'électrification du pays et pas en attendant la prochaine guerre, le prochain choc pétrolier, qui, je le rappelle quand même, arrive désormais non pas tous les 30 ans, mais tous les 3 ans, parce qu'on est dépendant d'un monde de prédateurs entre Vladimir Poutine, entre les décisions de Donald Trump et des dictatures qui profitent de cette manne pétrolière pour nous mettre dans une situation de dépendance. Comment vous y travaillez, vous, chez les Républicains? Je vous pose la question, encore une fois, je sais que vous travaillez sur ces sujets. Comment aider les Français, finalement, à passer à l'électrique? Comment les inciter davantage? Alors, il y a 2 leviers. Le premier, c'est qu'il faut qu'on ait une électricité pas chère, et ça s'appelle le nucléaire, avec un complément d'énergie renouvelable si c'est nécessaire. C'est ce que j'allais dire, donc pas d'énergie renouvelable? Non, on a pour l'instant une électricité qui est abondante. On exporte de l'électricité. Ça veut dire qu'on peut en consommer davantage. Moi, ma conviction, c'est que si on veut passer aujourd'hui, 1/3 de notre consommation énergétique est liée à l'électricité et 2/3 au pétrole. Notre enjeu, si on ne veut plus être dépendant, si on veut retrouver notre souveraineté, ne plus être des vaches à lait, il faut qu'on passe de 30% à 100% du mix énergétique français qui est lié à l'électricité nucléaire. Et pour ça, on a besoin du nucléaire et probablement aussi d'énergie renouvelable à court terme, le temps que les nouveaux réacteurs se mettent en place. Ça, c'est le premier point, c'est d'offrir une électricité abondante et pas chère aux Français. C'est le coût, surtout. Je le rappelle quand même, qu'on le verra la semaine prochaine, mais l'électricité en France est 4 fois moins chère qu'en Allemagne. 4 fois moins cher qu'en Allemagne, parce que l'Allemagne a décidé de fermer ses réacteurs nucléaires pour faire de l'électricité à base de charbon et de gaz. Nous, on a eu cette chance d'avoir une droite au pouvoir avec le plan Messmer, qui, au moment du choc pétrolier, a pris une décision impopulaire à l'époque, qui était de dire on ne peut pas baisser le prix du pétrole. Par contre, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, on a le nucléaire, et c'est de ça dont on bénéficie. Et la deuxième chose, c'est que quand vous avez ensuite de l'électricité pas chère et abondante, ce qui est notre cas aujourd'hui, comment vous faites pour aider les Français à passer ce cap de l'électrification? Et là, on a un enjeu majeur, parce que si le plein d'une voiture électrique coûte 3 à 4 fois moins cher qu'un plein de gasoil ou d'essence, le prix de la voiture électrique à l'achat est beaucoup plus cher que la voiture thermique, et donc il faut qu'on fasse des efforts, et moi c'est l'une des propositions que j'ai mises sur la table. Oui, parce que ça paraît paradoxal en disant on a une énergie qui est peu chère et finalement on ne s'y met pas. Et non seulement on s'y met pas, mais en plus on l'exporte parce qu'on en a trop. Donc ça peut être bien pour la balance commerciale, ça peut être bien pour nos emplois, etc. Il vaut mieux exporter que importer, mais on est dans une situation où on a cette électricité qu'on peut utiliser, et donc on doit aider les Françaises et les Français à pouvoir acheter un véhicule électrique, passer à un mode de chauffage électrique plutôt qu'au gaz et au pétrole, non pas parce que on le ferait avec une bonne conscience, chacun peut le faire avec sa bonne conscience pour le climat, et c'est une très bonne chose, mais surtout pour ne plus être, comme l'a dit votre auditrice tout à l'heure, des vaches à lait du pétrole quand les cours augmentent de manière complètement inopinée, parce qu'il y a un président des États-Unis qui a décidé tout seul dans son coin d'envoyer des bombes sur un pays comme celui de l'Iran. Les bombes, parlons-en. Antoine Vermorel Marquez, je rappelle que vous êtes député de la Loire et vice-président des Républicains. Vous y croyez, vous, à ce cessez-le-feu et à cet accord ?
Je l'espère parce que si il n'y avait pas eu ce cessez-le-feu à minuit, on aurait eu probablement des crimes de guerre en Iran. Et je rappelle que la menace de Donald Trump de faire sauter les ponts et les centrales électriques, c'était d'abord une menace pour toutes les Iraniennes, auxquelles on doit avoir une pensée très forte, et tous les Iraniens qui vivent dans un régime qui est non seulement un régime dictatorial répressif, rétrograde notamment pour l'égalité femmes-hommes, mais qui en plus aurait conduit les Iraniens et les Iraniennes à ne plus avoir d'électricité et de ne plus pouvoir se déplacer dans leur pays. Et donc heureusement qu'on a eu ce cessez-le-feu pour nous-mêmes, pour le cours du pétrole et pour la stabilité mondiale, mais aussi pour les Iraniens et les Iraniennes. Et j'espère Les Iraniens et les Iraniennes, mais eux, ils n'ont pas connu de changement de régime. Et j'espère, ils n'ont pas connu, mais malheureusement, on voit bien la limite de cette intervention, qui certes a décapité une partie du régime iranien, mais n'a fait que renforcer la répression en interne. Parce que d'un point de vue diplomatique, d'un point de vue économique, on n'a pas su négocier suffisamment pour faire en sorte qu'il y ait des évolutions dans le pays en Iran. Et c'est déplorable, parce que finalement, ils auront eu à la fois la répression en interne et les bombes en externe, et tout ça au détriment de la population iranienne. Parallèlement, l'État hébreu, lui, dit poursuivre la guerre contre le Hezbollah au Liban. Vous le regrettez? Vous le condamnez même? Moi, je pense que le cessez-le-feu devrait concerner aussi le Liban, et je crois aussi que la France a un rôle très fort à jouer en la matière vis-à-vis des Libanais, des Libanaises aussi, et que ce cessez-le-feu doit être un cessez-le-feu complet, pas simplement vis-à-vis de l'Iran, mais aussi vis-à-vis du Liban, pour qu'on puisse retrouver des termes de négociation diplomatique en droit international qui permettent aux hommes et aux femmes du monde entier de simplement trouver des accords plutôt que de s'entretuer les uns et les autres. Et Emmanuel Macron a dit déjà il y a quelques jours, et il l'a redit, qu'il serait favorable à participer à une opération de sécurisation du détroit d'Ormuz. Est-ce que vous aussi, chez les Républicains, vous êtes favorable à cette opération si elle doit avoir lieu? Alors c'est une opération qui serait uniquement défensive, c'est-à-dire qu'une fois qu'un cessez-le-feu a été axé et qu'il y a eu un accord de paix, on doit pouvoir ensuite sécuriser le détroit d'Ormuz. Et si la France doit y participer pour notamment sécuriser nos approvisionnements énergétiques, alors moi je trouve, je m'exprime à titre personnel, on verra quelle sera la position du parti à ce moment-là, mais j'y serais évidemment favorable d'un point de vue uniquement défensif et pas offensif. Antoine Vermorel-Marquez, on reste ensemble. Je rappelle que vous êtes député de la Loire, vice-président des Républicains, que vous travaillez notamment sur ces questions d'énergie et d'environnement. On marque une courte pause sur Europe 1, mais on se retrouve dans quelques minutes. Pour les grands entretiens politiques d'Europe 1 Info, il est 3h moins le quart. Bel après-midi sur Europe 1. 13h, 15h, Europe 1 Info. 13h, 15h, Europe 1 Info. La suite des grands entretiens politiques d'Europe 1 Info, c'est à 14h47 sur Europe 1 avec vous, Clélie Mathias, et votre invité Antoine Vermorel-Marquez, député de Loire, vice-président Les Républicains et référent environnement. On va se projeter sur 2027 et ce qui se passe au sein de votre famille politique. Il y a quelques divisions, quand même, ça ne vous a pas échappé. Écoutez l'ancien président de l'UMP, Jean-François Copé. Il était l'invité d'RTL ce matin et il invite sa famille politique, votre famille politique, à rester étanche avec le Rassemblement national. LR n'est pas devenu populiste, mais en revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a aujourd'hui un schisme, malheureusement, entre ceux qui, tel Bellamy, sont dans une ligne extrêmement complaisante à l'égard du Rassemblement national, et ceux qui, comme Michel Barnier, Gérard Larcher, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand ou moi-même, considérons que ce serait la pire des options. Regardez l'état du PS aujourd'hui pour s'être compromis avec LFI. Donc pour moi, la ligne, elle est très claire. C'est celle d'une droite décomplexée, qui assume des valeurs d'ordre et de progrès, parce que justement, on est totalement étanche avec le Rassemblement national. Antoine Vermorel-Marquez, est-ce que cette ligne est celle du parti et de celle de Bruno Retailleau? Il ne faut pas surjouer les divisions entre les uns et les autres, et notamment sur l'étanchéité vis-à-vis du Rassemblement national. Il n'y a eu aucun accord. Et même aux élections municipales, ceux qui ont voulu aller faire des accords avec le Rassemblement national et leur programme de gauche, d'un point de vue économique, ont tous été exclus du parti dans la minute. Contrairement au Parti socialiste, qui a fait l'alliance de la honte avec la France insoumise. Donc qu'il y ait des voix qui, à un moment donné, pour des opportunités personnelles, comme Éric Ciotti décide de partir, elles existent, mais elles sont vite mises dehors. Et surtout, elles le font. Bruno Retailleau a appelé à ne pas voter pour Christian Estrosi, puisque vous parlez d'Éric Ciotti. Il l'a fait, alors... il n'a pas dit non plus qu'il fallait voter pour Éric Ciotti, et il l'a fait avec ses convictions de sincérité, parce qu'il avait du mal à soutenir une personne qui tentait de faire des accords avec la gauche tout en étant de droite, qui se rendait à la sortie des mosquées et qui avait organisé peut-être, on verra dans l'enquête, mais des choses un peu trop pendant la campagne électorale qui ne sont pas franchement ce que l'on pensait bon pour une campagne électorale intègre. Voilà, donc je pense que c'est sur ces motifs-là qu'il l'a fait. Et maintenant, notre sujet à nous,
et c'est un sujet, je pense, qui est existentiel, c'est quelle offre politique on met sur la table pour nous différencier et apporter des politiques publiques différentes du Rassemblement national ou du macronisme qui a complètement échoué, pour offrir un choix aux Français en 2027 et pas se retrouver à un second tour entre Marine Le Pen, Jordan Bardella et Jean-Luc Mélenchon. Alors, avant, il y a la question du programme, bien sûr, ce que vous venez de nous dire, Antoine Vermorel-Marquez, mais il y a aussi la question du mode de désignation du candidat, de celui qui incarnera alors soit les Républicains, soit la droite, on va y venir. Déjà sur la mode de désignation, vous préférez lequel? Parce que là aussi, il y a un petit débat. Nous, on n'est pas à la France Insoumise, et donc c'est les militants qui choisissent. Donc ce sera le 18 avril. Il y a un vote le 18 avril des adhérents qui ont le choix entre une primaire ouverte, une primaire fermée ou la candidature du président du parti, c'est-à-dire Bruno Retailleau, pour pouvoir représenter. À titre personnel ? Moi, à titre personnel, je me plierais à la décision Vous n'avez pas des une adhérents. préférence ? Moi, ce que je pense, c'est que moi, j'ai soutenu Bruno Retailleau, donc j'ai pas de mal à soutenir Bruno Retailleau. Ce que je pense, c'est que le moment venu, ce qu'il nous faudra, c'est pas 1, 2, 3 candidats de la droite et du centre, mais un seul. Alors comment on y vient ? Et donc, comment on y vient ? Déjà, il faut que chez nous, on n'en ait qu'un seul. Voilà. Et ensuite, il faut qu'on puisse arriver à travailler avec d'autres, élargir notre base, notre socle, pour faire en sorte qu'on n'en ait qu'un seul. Pourquoi ? Pourquoi simplement ? Juste, c'est très important. Si demain, à une campagne présidentielle, nous avons 3 ou 4 candidats au premier tour, nous n'en aurons aucun au second tour. Aucun. Donc si c'est pour que nous soyons même à 12% ou à 13% dans les urnes, mais qu'à la fin on soit spectateur d'un second tour entre Jordan Bardella et Jean-Luc Mélenchon, ça ne sert strictement à rien. C'est-à-dire qu'on pourra avoir le plus beau projet du monde, les plus belles idées du monde, mais si elles ne peuvent pas franchir le cap du premier tour, on se retrouvera, comme la gauche le 21 avril 2002, complètement orphelin de second tour, parce qu'on aura été trop divisés et incapables de travailler ensemble. Et je pense que moi, en tout cas, ce que j'entends chez moi, les chefs d'entreprise, les salariés, les personnes qui ont envie de changement, mais qui sont pas d'accord avec le programme économique du Rassemblement national, ou surtout qui ont très peur de la gauche, et à raison, quand on voit qu'ils sont capables de faire des fusions avec des accords de la honte avec la France insoumise, ils nous appellent à un sursaut collectif pour qu'on travaille ensemble. Et cette condition de travailler ensemble, avec notamment comme Michel Barnier avait su l'incarner quand il était Premier ministre, c'est-à-dire en étant Premier ministre, les Républicains, mais en n'ayant pas de hier et en sachant travailler avec d'autres sans se renier, je pense que c'est ça la bonne méthode. Donc une candidature commune qui irait d'où à d'où ? Moi, on verra, il y a plusieurs modes de sélection. Vous pouvez avoir les sondages, la primaire, le ticket. Moi, je pense qu'à partir du moment où il faut que les gens les frontières doivent être définies avec les personnes qui ont envie de travailler ensemble. Donc, est-ce que dans notre famille politique, il y en a ? Est-ce que au centre droit, il y a des gens qui ont envie de travailler avec Reconquête et Sarah Knafo ? La réponse est non. Donc, on ne peut pas inclure des personnes dans le dispositif qui pourraient au début être intéressées, mais à la fin décideraient finalement de ne pas travailler ensemble et puis de ne pas avoir d'incarnation commune. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Une incarnation commune, ça veut dire que si jamais par je ne sais quel mode de désignation qui sera donc choisi, ce n'est pas le candidat Les Républicains qui est désigné, ça veut dire que vous vous alignez sur ce candidat. Et pourquoi vous partez du principe que ça ne sera pas le candidat des Républicains ? Non, mais je ne pars pas de ce principe-là. Ce que je crois vraiment... Parce que ça pose moins de questions. Si jamais c'est le candidat des Républicains, pour vous, tout naturellement, vous le soutiendrez. Mais si ce n'est pas lui... Mais je peux me tromper. Mais moi, ce que je crois, au fond de moi, c'est que on a de plus en plus d'électeurs qui sont déçus du macronisme, qui ne croient plus en même temps qu'il y a une forme de surplace, un peu à gauche, un peu à droite, et où, au fond, rien n'a changé radicalement, notamment en matière de sécurité et d'immigration, depuis près de 10 ans. Et donc, ce que je crois, c'est que nos idées sont les plus forte. Et que c'est pas parce qu'au début de la campagne présidentielle, on est à 1 an de la campagne présidentielle, on n'est pas en tête dans les sondages qu'on ne le sera pas après. Et c'est d'ailleurs la jurisprudence Fillon où tout le monde disait que ça sera Juppé ou Sarkozy, et à la fin c'est François Fillon parce qu'il avait le programme le plus solide et le plus crédible, et peut-être répondant encore plus aux attentes d'un électorat de la droite et du centre qui sort gagnant de la primaire. Donc moi je refuse de dire qu'on devra se mettre derrière quelqu'un d'autre, parce que je pense que nos idées aujourd'hui sont les meilleures et qu'elles peuvent faire écho dans l'esprit des Français. En revanche, et c'est là où je réponds franchement à votre question, parce que sinon vous allez j'ai le droit de me tromper, si pour une raison X ou Y,
nous ne sommes pas en capacité d'être au second tour, alors il faudra qu'on ait un deal, un accord avec un autre candidat qui pourra incarner au second tour. Donc au premier tour, ça veut dire qu'il y aura peut-être un candidat du centre, un candidat républicain. Ça doit se faire avant le premier tour. Mais on le verra. Après, il y a plusieurs modes de désignation. Ça peut être une primaire ouverte, ça peut être des sondages, ça peut être un accord entre eux. Moi, ce que je leur dis à tous, et pour tous les voir et pour tous les rencontrer, pour tous échanger avec eux, moi, je m'en fous. La question, c'est... il n'en faut qu'un seul à la fin pour qu'on puisse être au second tour. Un risque que ça ne soit pas celui que votre poulain, quoi. Moi, je veux que ce soit notre poulain, que ce soit celui des Républicains, mais je dis que si on n'y arrive pas, je suis prêt à me dire que l'intérêt supérieur de mon pays, c'est qu'on ait un candidat de la droite et du centre au second tour, et donc pour ça, il faudra qu'on s'unisse pour ne pas avoir un second tour entre Jean-Luc Mélenchon et Jordan Bardella. Antoine Vermorel-Marquez, un sujet que je voulais aborder avec vous. On parle de l'entrisme islamiste à l'université. C'est le syndicat étudiant uni qui a alerté. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Il y a eu début avril des élections des représentants nationaux du CNUS. Alors le CNUS, c'est l'instance qui gère la vie étudiante en France. Et ces élections, il y a eu une voix notamment pour le syndicat des étudiants musulmans de France, les EMF, qui sont accusés d'être proches des frères musulmans. Alors l'UNI s'inquiète. Elle redoute une forme d'entrisme islamiste au sein de l'université. Et je vous propose d'écouter le maître de conférence en géographie à l'université Lyon 2 et spécialiste du Proche-Orient, Fabrice Balanche, qui était l'invité d'Europe 1 ce matin. Et pour lui, de toute façon, l'entrisme islamiste est déjà présent à l'université. Écoutez. Ça devient institutionnel puisque ce syndicat est effectivement proche des frères musulmans. Bon, ils sont déjà représentés dans des conseils d'administration d'université, des conseils de faculté. Ils bénéficient déjà donc de subventions publiques en tant que membres de ces conseils. Et ils organisent avec ça des manifestations. Ils ont une place aujourd'hui qui leur permet de peser sur des choix stratégiques au sein des universités. Ou pourquoi pas exiger des repas halal dans les crous, au restaurant universitaire, des choses comme ça. Antoine Vermorel-Marquez, est-ce que c'est un sujet d'inquiétude pour vous ? Oui, c'est un sujet d'inquiétude parce que quand on commence à avoir des représentants qui sont des représentants confessionnels, ça pose une question dans la République. Moi, je ne fais pas le tri des étudiants en fonction qu'ils soient musulmans, chrétiens, juifs ou athées. Je pense que leurs attentes, leurs besoins dépassent la question religieuse. Et donc, quand on commence à avoir des syndicats étudiants qui se revendiquent d'une confession, ça pose une vraie question en matière de laïcité, et d'autant plus que ce syndicat est cité notamment dans le rapport que Bruno Retailleau avait demandé sur l'entrisme, comme un syndicat proche des frères musulmans, et qui fait l'apologie d'une religion, ou d'une certaine forme aussi de religion, et ça nécessite de notre part des actions législatives très fortes. Et je pense notamment à la proposition de loi que Bruno Retailleau a déposée au Sénat contre l'entrisme, qui est beaucoup plus fin et beaucoup plus malicieux que d'autres formes d'organisation, puisque son enjeu, ce n'est pas de contester les institutions, mais c'est d'entrer dans les institutions pour ensuite porter une voix qui vise à fracturer la République et à mettre à mal l'universalisme républicain. Et pour l'instant, comment on lutte avec les outils qu'on a à notre disposition ? Il faut davantage contrôler ce type d'organisation, contrôler leur financement, s'assurer qu'il n'y a pas de financement étranger. Faire en sorte aussi de dénoncer les accords de la honte, parce que là, ils ne sont pas devenus ils n'ont pas eu de siège tout seuls. C'est parce qu'il y a eu un accord avec deux autres syndicats d'ultra-gauche, et notamment un syndicat soutenu par la France Insoumise. C'est pour cette raison-là qu'ils ont obtenu 3 sièges au CNUS. Et donc, dénoncer aussi politiquement ces accords-là avant d'avoir une action législative. Et j'espère que le gouvernement prendra ses responsabilités pour faire en sorte que ce texte sur l'entrisme, après ce rapport accablant l'année dernière, puisse être adopté et qu'on puisse dissoudre ces types d'organisations si elles ne respectent pas les lois de la République. Merci beaucoup Antoine Vermorel-Marquez d'avoir été l'invité des grands entretiens d'Europe 1 Info. Je rappelle que vous êtes député de la Loire, vice-président des Républicains. Merci. Dans un instant, Romain Desarmes, Marie-Estelle Dupont, et si on en parlait. Et moi je vous donne rendez-vous demain à 13h. Bon après-midi à tous. Merci Géraldine. Merci à vous, c'était Clélie Mathias sur Europe 1. Et demain, démarrez aussi votre journée avec toute l'équipe d'Europe 1 Matin. Dimitri Pavlenko, Anissa Haddadi, Olivier Delagarde, Vincent Hervouette et toutes les signatures Europe 1 comme Agnès Verdier-Molinier, Jenny Bastier, Alexis Brézet ou encore Emmanuel Ducrot et l'ensemble de la rédaction. Le rendez-vous est pris, Europe 1 Matin, c'est tous les jours de 7h à 9h sur Europe 1.